Le monde tel que nous le connaissons pourrait changer en l'espace de quelques secondes. Une seule secousse suffirait à transformer une rue familière en un tas de gravats, à faire s'effondrer les ponts et à ouvrir un gouffre béant dans le sol, engloutissant tout ce qui s'y trouve. En réalité, il existe des situations dans lesquelles les êtres humains se retrouvent complètement impuissants. Cela se manifeste surtout lors des bouleversements majeurs de la nature. Et parmi eux, le plus terrifiant reste le tremblement de terre. Bonjour à tous! Mais qu'en est-il vraiment? Que peut faire un être humain, aussi faible soit-il, lorsque la terre s'effondre littéralement sous ses pieds? Bienvenue à tous sur Perduchan. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez des contenus passionnants à ne surtout pas manquer. C'est parti! Le plus grand séisme de l'histoire de la Terre. En réalité, depuis l'apparition de la civilisation humaine, aucun séisme de magnitude 13 n'a jamais été enregistré. Cela va de soi, car bien que l'échelle de magnitude n'ait pas de limite théorique, un tel chiffre est jugé physiquement impossible pour notre planète. Mais cette question, nous y reviendrons un peu plus tard. Ce dont je veux vous parler pour l'instant, c'est d'un séisme imaginaire, d'une ampleur si gigantesque qu'il pourrait littéralement faire basculer la Terre. Si un tremblement de terre de cette magnitude devait se produire, la civilisation humaine serait probablement anéantie. De plus, si une telle catastrophe avait lieu, toute forme de vie un tant soit peu complexe sur Terre serait sans doute vouée à disparaître. Il ne resterait alors que des formes de vie primitives dans les océans, comme des organismes unicellulaires, et un nouveau cycle d'évolution de la vie sur Terre pourrait recommencer à partir de là. Dans le meilleur des cas, la vie terrestre survivrait au choc extrême, mais poursuivrait son évolution sous forme quelque peu différente de ce qu'elle était avant le cataclysme. L'un des exemples d'un tel bouleversement s'est produit il y a 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde de 14 km de diamètre s'est écrasé près des côtes de ce qui est aujourd'hui le Mexique. L'impact a formé à cet endroit le cratère de Chicxulub, d'un diamètre estimé à 180 km. À l'origine, ce cratère mesurait 20 km de profondeur. L'astéroïde a libéré une énergie équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT, une énergie colossale. La chute de ce corps céleste gigantesque a provoqué un méga-séisme mondial, dont les répliques se sont fait sentir pendant des semaines, voire des mois. Un tsunami d'une puissance exceptionnelle, avec des vagues atteignant 50 mètres de hauteur, a déferlé sur les côtes et balayé tout ce qui se trouvait sur son passage des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, ce ne sont ni l'impact lui-même, ni le tsunami, ni même les répliques sismiques qui ont été la principale cause de l'extinction de 75% des espèces vivant sur Terre. Selon les recherches actuelles, la disparition des dinosaures serait due aux poussières projetées dans l'atmosphère après l'impact. L'astéroïde a pulvérisé la roche, produisant une poussière de silicate extrêmement fine qui a empêché la lumière du soleil d'atteindre la surface. En raison de cette atmosphère devenue opaque, la photosynthèse des plantes s'est ralentie. Les dinosaures herbivores ont perdu leur nourriture et les carnivores n'ont plus trouvé assez de proies pour se nourrir. D'après les calculs des scientifiques, cette atmosphère partiellement opaque aurait persisté pendant plusieurs années. De plus, le refroidissement intense et le manque de nourriture ont rendu leur survie impossible. Tous ces facteurs combinés ont conduit à leur quasi-extinction totale. Une méga-inondation pourrait-elle vraiment se produire? Finalement, la disparition des dinosaures a laissé une place vacante que les mammifères, animaux à sang chaud, ont fini par occuper, menant à l'émergence de l'Homo sapiens. Mais cela ne signifie pas pour autant que la nature soit devenue l'allié de l'humanité. La nature, elle, n'a pas dit son dernier mot. Et dans l'immense arsenal de la nature, il existe encore de nombreux moyens capables d'effacer l'humanité de la surface de la Terre, tout comme elle a anéanti les dinosaures autrefois. Et en tête de ces armes redoutables se trouve le tremblement de terre. Vous vous souvenez du film Catastrophe 2012 ? Dans ce film de science-fiction, des neutrinos solaires provoquent une série de séismes dévastateurs, jusqu'à ce que la planète entière se retrouve engloutie sous les eaux. Parmi les milliards d'habitants de la Terre,
Seuls quelques élus survivent à bord d'une arche moderne. Mais un tel déluge pourrait-il réellement se produire dans le monde réel ? Après tout, d'innombrables mythes et légendes décrivent ce type d'inondation avec une richesse de détails qui ne peut pas être pure coïncidence. Tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé. Noé y aurait échappé au déluge et sauvé un couple de chaque espèce vivante. Or, selon les scientifiques, même en combinant tous les océans de la Terre, cela ne suffirait pas à engloutir l'ensemble des continents. Et ce, même dans l'hypothèse, comme dans le film 2012, où les plaques tectoniques se scindaient brutalement. Évidemment, la scission des plaques en elle-même constituerait déjà un cataclysme d'une ampleur inimaginable. À ce propos, la faille géante de San Andreas et la ceinture de feu du Pacifique existent bel et bien, et si elles s'activaient, elles pourraient théoriquement provoquer un désastre à grande échelle. Nous savons aujourd'hui que les récits mythologiques de déluge présents dans de nombreuses cultures, bien qu'ils soient souvent déformés ou exagérés, s'appuient sur des événements réels. D'ailleurs, ces catastrophes majeures continuent à se produire littéralement sous nos yeux, alors inutile de douter de celles du passé. Il suffit de repenser au séisme survenu le 26 décembre 2004, à 100 km à l'ouest de Sumatra. Cette soudaine transformation de la croûte terrestre était le résultat d'un processus géologique long de millions d'années. Pour cela, la plaque indienne s'est détachée de l'ancien supercontinent Gondwana et a commencé à s'approcher de la plaque eurasienne voisine. Et à un moment terrible, la plaque indienne, en plongeant brutalement sous la plaque eurasienne, a provoqué, sur une distance de 1000 à 1500 km, un soulèvement soudain du plancher océanique de plusieurs mètres. Ce phénomène s'est produit le long de la zone de subduction de la sonde, une immense faille située dans l'océan Indien. À l'échelle du globe, près de 90% des séismes surviennent le long de la ceinture de feu du Pacifique. Les populations n'étaient absolument pas préparées à un tel scénario. À l'époque, aucune des zones côtières voisines de l'épicentre ne disposait d'un système d'alerte au tsunami. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui se détendaient paisiblement sur les plages n'avaient aucun moyen de savoir qu'un tsunami approchait. Selon Tad Murty, ancien président de l'association des tsunamis, l'énergie dégagée par cette vague équivalait à 5 mégatonnes de TNT, soit 2 fois la puissance combinée de toutes les bombes classiques et nucléaires utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. En parcourant plusieurs centaines de kilomètres, le tsunami a continué à gagner en puissance, atteignant une hauteur de 15 mètres en arrivant dans les eaux peu profondes. Il s'est alors abattu avec une violence inouïe sur le littoral, emportant les baigneurs, déracinant les cocotiers, détruisant les luxueuses stations balnéaires, les voitures, les ponts routiers surélevés, ainsi que les villes et villages côtiers. Le tsunami a littéralement tout rasé sur son passage, frappant sans pitié les rivages de l'Inde, du Sri Lanka, de la Thaïlande et de l'Indonésie. Cette catastrophe a coûté la vie à plus de 220 000 personnes. Mais alors, est-il vraiment possible de lutter contre une force naturelle aussi dévastatrice que les séismes ? Après tout, les humains sont des êtres extrêmement fragiles. Nous n'avons fait qu'égratiner la Terre, en forant un seul puits de 12 km de profondeur, alors que les séismes prennent naissance à des dizaines, voire des centaines de kilomètres sous la surface. Bien sûr, l'humanité est encore loin de pouvoir maîtriser de tels phénomènes naturels, mais nous pouvons au moins réduire le nombre de victimes et limiter l'ampleur des destructions. C'est précisément ce à quoi travaillent des milliers de laboratoires et de centres d'observation. Et s'il est possible d'identifier les zones à risque, il est impossible de prévoir le quand. Pourtant, même dans les pays les plus avancés, ces prévisions ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Un exemple frappant est le séisme du 11 mars 2011 au Japon. Ce jour-là, tous les efforts pour prévenir la catastrophe ont été vains. Un séisme de magnitude 9 s'est produit à 130 km à l'est de la ville de Sendai, provoquant le tsunami le plus destructeur de l'histoire du Japon. La croûte terrestre sur le plancher océanique s'est déplacée de près de 24 mètres. Le tsunami généré a frappé les côtes en 20 minutes, provoquant une inondation qui, par endroits, a atteint 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. La vague gigantesque a pénétré à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, causant des destructions massives et un chagrin immense. L'un des dégâts les plus graves causés par le séisme et le tsunami a été l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, Daiichi.
C'est littéralement grâce à un miracle et aux efforts héroïques de personnes dévouées que cet accident n'a pas atteint l'ampleur de celui de la centrale de Tchernobyl, survenu le 26 avril 1986. Néanmoins, la contamination radioactive s'est étendue à des dizaines de kilomètres autour de la centrale. Et malgré tous les efforts déployés, la zone où se trouve la centrale de Fukushima Daiichi présente encore aujourd'hui des niveaux élevés de radioactivité ambiante. Un séisme de magnitude 13 est-il possible ? Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on pose ce genre de questions, car il arrive souvent que des termes techniques soient utilisés de manière confuse. La magnitude, qui exprime la puissance d'un séisme, est généralement mesurée sur une échelle allant d'environ 1 à un peu plus de 9. Mais ce chiffre correspond bien à la magnitude et non à l'intensité sismique. L'intensité, elle, est exprimée sur 12 niveaux et varie selon l'ampleur des dégâts constatés. En utilisant cette échelle, on peut parfois observer une contradiction. Un séisme de faible amplitude peut occasionner des dommages plus importants qu'un séisme plus puissant. C'est exactement ce qui s'est produit lors du séisme survenu en Turquie en février 2023. Bien qu'il n'ait atteint que 7,7 à 7,8 sur l'échelle de magnitude, il a causé des destructions colossales, faisant environ 50 000 morts et plus de 100 000 blessés. Si l'on devait exprimer ce séisme turc en intensité, quel niveau atteindrait-il ? Ainsi, pour revenir à la question du titre sur la magnitude 13, il faut d'abord se demander si un séisme pourrait être assez puissant pour fracturer littéralement la planète en plusieurs morceaux. Pour répondre à cette question plus précise, il convient de s'appuyer sur les données du plus puissant séisme jamais enregistré avec précision, le séisme du Chili en 1960. Sa magnitude a atteint 9,5, le maximum jamais mesuré, et son intensité est estimée à 12. Ce séisme était d'une telle violence qu'il a entièrement rasé des villages en l'espace de quelques secondes. Mais un séisme de cette ampleur aurait-il vraiment la puissance de fendre la Terre en deux ? Grâce aux méthodes scientifiques modernes, on peut calculer l'énergie libérée par un séisme et estimer la force nécessaire pour provoquer la destruction de la planète. Or, selon les calculs des scientifiques, il faudrait une énergie des dizaines de milliers de milliards de fois supérieure à celle du séisme du Chili pour parvenir à briser la Terre. Une telle force dépasserait de très loin l'échelon maximal de destruction. On sait que la faille responsable du séisme chilien mesurait 1600 km de long. Pour qu'un séisme hypothétique puisse fendre la planète, il faudrait que la faille soit aussi longue que le diamètre de la Terre. En d'autres termes, notre planète est un objet extrêmement résistant. Autrement dit, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, du moins jusqu'à ce qu'un nouvel astéroïde géant décide de nous rendre visite. Mais comme on le dit souvent, ça, c'est une autre histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.